vous savez sûrement, pour les anciens, ceux qui viennent régulièrement, et pour les nouveaux, vous allez l'apprendre, que nous faisons des conférences ici même, une fois par mois, les lundis. Vous avez tous pris, j'imagine, le programme. Vous avez adhéré aussi à l'association en venant à cette conférence-là. Ça peut vous permettre d'accéder à toutes les conférences de la saison jusqu'au mois de juin. Donc vous pourrez regarder, il y a un programme vraiment très intéressant. Ces conférences, c'est des conférences dans lesquelles sont invités en général 3 ou 4 praticiens, praticiennes, professionnels de l'accompagnement au sens large, des coachs, des psychothérapeutes, des psychanalystes, bref, très large l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est une conférence un peu particulière, puisqu'il n'y a qu'une seule personne. Mais bon, moi-même, hein, c'est quand même important. C'est Isabelle David. Isabelle David, je la connais depuis quelques années maintenant, puisque c'est en partie elle qui m'a formé. Une grande dame, d'ailleurs on l'appelle la grande dame de la PNL. Isabelle David nous vient du Québec. On a la chance de l'accueillir ce soir pour cette conférence. C'est une grande chance. Et j'en suis très heureux et tout ému en vous le disant d'ailleurs. Elle va faire une conférence sur la PNL, bien sûr, qu'elle a intitulée La PNL, le langage qui fait du bien. Alors ce que je vais vous proposer, déjà pour commencer, pour se faire du bien, c'est de l'applaudir. Alors avant que la conférence ne commence, je vais faire passer une petite boîte, là, celle-ci. Je vais vous inviter à marquer votre prénom, ou votre nom et votre prénom peut-être même plutôt, parce qu'on va faire un tirage au sort à la fin de la conférence. Et le tirage au sort, il est magnifique. Vous allez pouvoir avoir un CD d'Isabelle David. Donc il y a 4 heureux gagnants qui vont pouvoir bénéficier de cela. Donc je fais passer la petite boîte pendant la conférence, et puis après j'irai la récupérer pour un tirage au sort. Alors pendant que Évrard passe à la boîte, il y a un des CD, c'est les mots des mots, MAUX. Notre conférence est sur le langage, là. Donc c'est un CD sur l'utilisation du langage transformationnel et comment faire attention aux mots toxiques et les remplacer par des mots dynamisants, aidants. Donc c'est une conférence intéressante. Il y en a 2 sur ce sujet-là. Et l'autre, c'est une... Ah, on a augmenté ça. L'autre, c'est une relaxation méditation guidée sur la thématique de la mission de vie. Et c'est guidé sur le sommet de la montagne pour trouver son chemin, le chemin de notre cœur et de notre vie. Voilà, donc je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont être contents. Alors, vous mettez beaucoup d'énergie dans votre papier pour être sûr que c'est le vôtre qui est figé. Et puis, si ce n'est pas le cas, tous nos CD sont disponibles sur notre site web en téléchargement. Ça peut être des beaux cadeaux de Noël. Des beaux cadeaux de Noël. Alors tout le monde, je vais démarrer. Je sais que vous êtes avec les papiers, mais en même temps, c'est le temps pour moi de me lancer. Comme ça, vous placerez le papier dans la boîte au fur et à mesure. Figurez-vous que ce que Évrard disait... Donc, figurez-vous que ce que Évrard disait, c'est qu'il m'a connu il y a quelques années. En fait, il n'a pas parlé du contexte, mais il m'a connu cette année, lorsque j'animais une formation d'enseignant en PNL, formation auquel il a assisté. Et je disais à Évrard cette semaine que j'ai vraiment la grande joie d'être avec vous ici. Et en sachant aussi que l'an prochain, j'enseignerai pour la première fois sur Bordeaux une formation d'enseignant en PNL et en hypnose, toute première fois. Et ça sera pour moi la 31e formation d'enseignant que je vais animer. Waouh, alors je ne dis pas les rides qui vont avec l'expérience, qui vont avec ça. Et c'est pour ça que je suis tellement contente d'être avec vous pour parler de PNL. Parce que la PNL, c'est mon cœur, c'est mon âme, c'est ma joie de vivre, c'est ma philosophie, ma façon de penser depuis des années déjà. Un petit peu comme Obélix, vous savez, on dit on est venu au monde dedans. C'est vraiment ça.
Et j'aimerais partager avec vous un petit peu toute cette expérience de la PNL et bien entendu faire ça aussi interactif. Donc j'aime bien parler, je vais parler, mais c'est bien aussi au fur et à mesure si vous avez des questions. Donc on a un deuxième micro que j'ai demandé pour faire circuler au fur et à mesure que certains d'entre vous ont des questions, pour être sûr que tout le monde entende bien en fait, et que vous entendez bien ce que je suis en train de dire ici. Donc on va juste laisser les choses se poser un peu pour que l'énergie s'installe. Merci. Et c'est bien de prendre le temps de se centrer aussi. Il y en a combien d'entre vous qui ont déjà entendu parler de la PNL? Wow! Et il y en a combien d'entre vous qui ont fait au moins une formation en PNL? Oh, ok, génial. Il y a plus de 30 ans, quand je posais cette question-là, il y avait presque personne qui levait la main. Mais ça a tellement changé avec le temps. Alors, si on fait un petit retour en arrière, c'est-à-dire, il y en a des très jeunes dans le groupe, mais il y en a d'autres qui ont mon âge, ou peut-être un petit peu plus. Et vous vous souvenez peut-être d'une période en Californie. Mais c'était surtout les massages, East Island, nus, flamboyants, dans les collines, l'amour libre, les voitures décapotables, la musique à tue-tête. Vous savez, ce genre de période-là. C'est dans cette période-là qu'est venu au monde la PNL. Dans une effervescence de mouvement, de philosophie, de façon de penser. C'était un moment où en Californie, les gens de presque tous les pays du monde se rencontraient. Et ils se rencontraient avec des philosophies différentes, avec aussi de la spiritualité. Il y avait des gourous qui étaient là, de toutes sortes de traditions. Il y avait l'inventeur de l'analyse transactionnelle. Il y avait la catharsis, c'est-à-dire Fritz Perls avec la psychiatrie, Milton Erickson, bien évidemment, qui était en Arizona, mais qui lui aussi était dans cette lignée-là. Abraham Maslow, le potentiel humain, je veux dire. C'était un moment sur Terre qu'on dirait aujourd'hui magique, où tous les courants se rencontraient et où tout était possible. Et c'est dans ce contexte particulier que cette discipline, qu'on appelle aujourd'hui la programmation neurolinguistique, en fait on dit plus PNL qu'autre chose, a vu le jour. Et comment elle a vu le jour exactement, cette fameuse PNL-là? Elle a vu le jour avec deux personnes, Richard Bandler et John Grinder, donc les deux co-créateurs de la PNL, avec Franz Putnik aussi, qui est un autre co-créateur de la PNL, qui s'est éclipsé, je dirais, pendant plusieurs années, et qui revient maintenant avec les origines de la PNL. Mais disons que Bandler et Grinder, à cette époque-là, ont fait des choses assez particulières. Alors voici qu'est-ce qu'ils ont fait. Bandler avait 18 ans. Jeune quand même, hein? Ça fait penser un petit peu à l'histoire de Apple, vous savez, ces jeunes génies là, qui partent et qui découvrent des choses incroyables. Puis Bandler étudiait à l'université à 18 ans, déjà ce qui est assez exceptionnel. Et il étudiait en informatique, mais à l'époque ça ne s'appelait pas vraiment informatique, ça s'appelait plutôt la cybernétique. Et aujourd'hui, la cybernétique c'est autre chose que c'était à l'époque, donc l'intelligence artificielle. Et son intérêt, c'était de découvrir et de travailler sur l'intelligence. Bon, évidemment l'intelligence humaine, mais aussi l'intelligence analytique avec l'informatique. Et il avait aussi une spécialité en psychologie, c'est-à-dire que ce qui l'intéressait à l'université où il était, et en plus l'université portait tellement bien son nom à cette époque-là en Californie, Santa Cruz. En québécois, cruiser, ça veut dire flirter, vous savez. Donc, tout était là, tout était en place, tout était ouvert. Et Bandler suivait les formations donc à l'université en psychologie. Il faisait sa maîtrise universitaire en psycho. Et comme il était assez ouvert et que la société en général était ouverte à l'époque, et qu'il demeurait, quel beau hasard de la vie,
à quelques kilomètres seulement d'un endroit en Californie qui s'appelle East Allen, ou Big Sur, l'endroit. Et là, il y avait un centre. Donc, un centre de regroupement de scientifiques et de chercheurs et de philosophes de plusieurs pays qui venaient. Et ce centre-là était parrainé par nul autre que Fritz Perls, de la Gestalt thérapie, celui qui a inventé la Gestalt. C'était comme on pourrait dire le père philosophique de cet endroit-là. Il s'occupait de l'endroit avec les propriétaires, mais lui, il s'occupait de choisir les personnes qui venaient animer, donner des conférences, animer des stages, etc. Et Bandler a trouvé un intérêt à la Gestalt thérapie. C'est-à-dire qu'en tant que futur psychologue clinicien, il avait écouté plusieurs conférences de Perls et il trouvait que Perls avait une façon exceptionnelle d'accompagner les gens à générer des changements. Donc, il s'installait dans les salles, un petit peu comme ici, et il écoutait Perls. Et ce que Perls faisait à East Allen, à Big Sur à l'époque, c'est qu'il venait en avant avec un client, donc ce que ici les gens appellent plus un patient, mais chez nous on appelle ça plus des clients. Et avec cette personne en avant, il faisait une démonstration live sur place d'une thérapie, de ce qu'il faisait dans son bureau de consultation avec son client. Donc, tous les gens dans la salle, futurs thérapeutes ou déjà thérapeutes, donc spécialistes de la relation d'aide en tout cas et de l'accompagnement, comme la majorité des personnes qui sont ici ce soir, venaient assister et découvrir comment Perls, le grand Perls, parce qu'il faut le dire quand même, le créateur de la Gestalt thérapie, psychiatre, un peu dissident de Freud cependant, disons-le, comment est-ce que lui faisait pour accompagner les patients pour générer des gros changements. Alors, il y avait 2 chaises, on même des fois 3, 4, parce que Perls, pour les gens qui connaissaient ou qui connaissent la Gestalt, vous savez qu'on utilisait plusieurs chaises. Pour les positions de perception, plein de techniques qu'on reprend ou qui ont été repris en PNL par la suite. Et pendant ce temps-là, Bandler, qui était dans la salle, lui prenait des notes. Mais il ne prenait pas des notes uniquement par écrit. Il prenait des notes en modélisant. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, c'est qu'il imitait Perls. Il avait la croyance à l'époque que s'il faisait tout comme Perls, qu'il trouverait la façon de dire et la façon de faire et les paroles et le langage que Perls utilisait. Vous savez, un peu comme les enfants qui modélisent les parents inconsciemment, et puis ils répètent, et puis finalement on finit par intégrer. Donc au tout début, ce que Bandler faisait, c'est que disons que les mercredis soirs, c'était pas les lundis soirs comme ici, mais dans les mercredis soirs, il allait à East Allen écouter Perls et voir comment Perls, le magicien, faisait avec la Gestalt. Et disons le vendredi soir, à l'université de Santa Cruz, il répétait la même chose mais avec ses étudiants. C'est-à-dire qu'il avait des groupes d'étudiants à l'université. C'était extraordinaire comme période. Il était payé par l'université de Santa Cruz pour faire des recherches avec sa maîtrise en psychologie. Et ces groupes, c'était des groupes de recherche et de pratique en psycho. Donc c'était des étudiants qui étaient en psychologie, qui étaient là avec Bandler, et Bandler refaisait avec eux le vendredi soir tout ce qu'il avait vu et entendu le mercredi avec Perls, par exemple. Et comment est-ce qu'il faisait pour faire ça? Ben, c'est parce qu'il se mettait dans la peau du personnage. Alors évidemment, au début, c'était quand même un peu exagéré. C'est-à-dire que Perls était un petit peu assez gros, donc Bandler en était un peu, et puis ensuite, Perls fumait le cigare, donc Bandler arrivait avec le cigare. Assez rapidement, il a compris que modéliser, c'est pas modéliser nécessairement tous les aspects. On peut très bien comprendre la méthode ou la façon de faire de quelqu'un sans nécessairement même physiquement faire la même chose. Et assez rapidement aussi, étant donné que Bandler a une facilité extraordinaire juste à prendre quelqu'un comme modèle et à le retourner et à l'expérimenter, bien les gens vivaient les vendredis avec lui, donc les étudiants à l'université, des sessions thérapeutiques de Gestalt et avec des résultats exceptionnels. Et Bandler s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et à chaque fois qu'il allait les mercredis voir Perls, il entendait les autres intervenants dans la salle dire « Waouh, Fritz Perls est tellement exceptionnel, mais je ne comprends pas ce qu'il fait.
Je ne sais pas comment il s'y est pris. Et puis, Peirce enseignait pas, c'était pas un enseignant, c'était un extraordinaire intervenant et thérapeute, mais il n'arrêtait pas pendant qu'il faisait quelque chose pour expliquer ce qu'il était en train de faire. Vous savez, c'était inné, naturel, un acquis pour lui. Donc, il était en avant, il faisait une consultation avec la personne, et puis les autres, ben, c'est du genre, débrouillez-vous à comprendre comment j'ai fait. Donc, ben, on parlait avec ces gens dans la salle qui disaient, ouais, mais c'est merveilleux ce qu'il fait, mais jamais je serais capable de le faire, puis je ne comprends pas comment il fait. Et ben là, lui s'est dit, Peirce commence à vieillir, il était déjà assez vieux, assez âgé, il risque de mourir bientôt, et là, c'est un vrai drame. Comment est-ce que les futurs intervenants de la gestalt thérapie vont être capables d'utiliser le talent, la force, les compétences, mais surtout les connaissances de Peirce? Parce qu'il y a plus de la moitié de la salle qui ne comprenait pas du tout ce qu'il faisait. Et Bandler s'est donné une mission, un projet, en disant, ben, moi je suis capable de décoder, de modéliser la façon de faire de quelqu'un. D'ailleurs, il le faisait parce que les vendredis soirs, il enseignait ce qu'il avait appris le mercredi. Et il a commencé à faire un projet de recherche dans le cadre de l'université, toujours de Santa Cruz. Et à l'université, le projet de recherche était sur modéliser la façon de faire de Fritz Peirce. Mais Bandler avait le désir de décoder le langage. C'est-à-dire que Peirce disait les choses et Bandler les répétait, mais il ne comprenait pas nécessairement pourquoi ou dans quel cadre exactement est-ce que Peirce le disait. Donc, il a décidé de se faire un allié pour cette recherche. Et comme il n'y avait pas de hasard, mais que des belles synchronicités à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, à l'université de Santa Cruz, Bandler avait suivi une conférence et un atelier avec un professeur, qui était un professeur au niveau doctoral, une conférence sur l'utilisation du langage et les sciences politiques, qui parlait de la façon de faire de Noam Chomsky. Vous avez peut-être entendu parler d'un linguiste, un activiste aussi politique, assez connu aux États-Unis aujourd'hui. Et Chomsky, dans sa philosophie, était dans la démarche du cognitivisme à l'époque, avant même que les sciences cognitives existent. C'était comme un des parents, des grands-parents de cette discipline. Et à l'université de Santa Cruz, dans cette fameuse conférence sur le langage et les sciences et la politique, ben, il y avait un professeur qui était en avant, qui a beaucoup impressionné Richard Bandler et Robert Dilts, qui était aussi un de ses étudiants, qui est très connu dans le domaine de la PNL aujourd'hui. Et Bandler et Richard, qui se sont connus assez rapidement au tout début des travaux sur la PNL, écoutaient John Grinder. Enfin, c'était John Grinder qui était ce fameux professeur. Et John Grinder avait modélisé et fait des travaux de recherche sur le langage, les terminologies du langage, la compréhension du langage et surtout, qu'est-ce qui est dit en dessous de ce qui est vraiment dit. Intéressant quand même, hein? Qu'est-ce que les gens ne disent pas mais qu'ils veulent vraiment dire? Quelle catégorie linguistique est utilisée et comment poser des questions? Ce qui a emmené par la suite la découverte du métamodèle en PNL. Donc, évidemment que Bandler avait repéré ce génie qui était à l'université, qui était un génie de la linguistique. Et il s'est dit, si je peux avoir Grinder dans mon équipe pour modéliser Fritz Peirce, ça va être gagné. C'était peut-être un petit peu exagéré, mais genre, la gestalt va être sauvée. Vous savez, il avait un grand ego, hein, qu'il a encore d'ailleurs. Et comme il était jeune, il avait 18 ans, Grinder était plus âgé, il avait un bon 10-15 ans de plus que lui. Donc, il était très perspicace et très motivé. Alors voici ce qu'il a fait. Il a frappé à la porte d'où demeurait John Grinder. Donc Grinder demeurait sur le campus de l'université en tant qu'enseignant. Donc c'était pratique. Il a frappé à la porte et lui a dit Dr. Grinder, parce que PhD, docteur, je sais que c'est la linguistique qui vous intéresse, mais j'ai un projet extraordinaire en psychologie.
Évidemment, Grinder, la psychologie, c'était pas son truc. Alors il a fait quoi? Merci, mais pas du tout. En anglais, thank you, but not thank you. C'est je veux, mais pas du tout. Et là, Bandler s'est dit non, c'est pas possible, ce projet il est trop important pour le gestalt, pour découvrir, pour transmettre des connaissances, pour pas que les gens n'aient pas les acquis, la connaissance que Peirce peut avoir, ça n'a aucun sens. Donc il a été perspicace et il a trouvé un moyen. Et en plus, il a été passionné, il a été jusqu'au bout et il a frappé plus de 7 fois à la porte de Grinder. Jusqu'à ce que Grinder un jour dise oui, yes! Et qu'est-ce qui fait que Grinder a dit oui? Ben, c'est parce que Bandler lui a proposé une recherche sur le langage, c'est-à-dire analyser la façon que Peirce parlait, disait les choses, comment il répondait à un client, quelle était la structure profonde du langage, comme dans les travaux de Noam Chomsky en linguistique. Et comme avec les travaux d'Alfred Korzybski en linguistique, la sémantique générale, le sens qui était donné aux mots qui étaient utilisés. Ah, là on parlait linguistique, on parlait pas psychologie. Et Grinder a embarqué dans le projet. Donc, ils ont analysé les façons de dire, les propos, les paroles, les gestes, le langage verbal et non verbal, parce que quand on parle du langage, c'est autant les mots que le mouvement corporel, la respiration, tout ce qui est langage évidemment non verbal. Et ils ont découvert des choses fascinantes. Ils ont d'abord découvert que Fritz Peirce avait une façon très spéciale de poser des questions. Il entendait ce que la personne disait et il posait une question pour de clarification d'information, mais pas uniquement de clarification d'information, mais très souvent des questions pour que la personne aille chercher en elle les réponses et les solutions. Il posait des questions qui très souvent n'étaient pas juste des questions, mais étaient un recadrage, un changement de perspective par rapport à ce que la personne vivait. Donc il avait une structure au niveau de son langage, pas uniquement au niveau des mots qu'il utilisait ou des questions qu'il posait, mais dans la façon de réfléchir pour emmener le client à avancer dans son changement. Et Bandler et Grinder ont étudié tout ça. Et en même temps qu'ils étaient en train de faire la recherche donc, de modélisation de Fritz Peirce, bien, il y avait quelqu'un d'autre qui attirait un peu leur attention. Bandler, toujours jeune, hein, 18 ans. Je ne sais pas où vous étiez à 18 ans, ce que vous faisiez à 18 ans, mais moi à 18 ans, quand j'étais à l'université, j'avais pas grand-chose dans mon frigo. Et j'étais pas très riche. Et Bandler était dans la même situation, c'est-à-dire qu'il avait un petit boulot pour se ramasser des sous, pour pouvoir manger, vivre. Et Bandler étant Bandler, lui, c'était pas être serveur au restaurant, c'était pas pompiste, c'était pas livreur de pizza. Non. Lui, c'était de trouver un petit boulot dans une maison d'édition pour écrire des livres, figurez-vous, comme fantôme, c'est-à-dire, vous savez, c'est quoi? Ces gens qui écrivent, mais que c'est le nom de quelqu'un d'autre qui apparaît. Et il lisait les manuscrits pour la maison d'édition, et selon les manuscrits, il rencontrait les futurs auteurs, et c'est lui qui écrivait les livres pour les auteurs. Donc il avait un talent immense et inouï, pas juste en PNL qu'il a développé par la suite, mais aussi en langage, en compréhension de la langue, en analyse de la langue et bien sûr en écriture. Et pendant qu'il était en train de lire ses manuscrits et préparer ses livres, le propriétaire d'où il travaillait, donc le propriétaire de la maison d'édition, qui trouvait que Bandler faisait un super bon travail, un bon boulot d'étudiant, même plus, lui a dit « J'ai un travail pour toi. » Et figurez-vous que ce n'était pas n'importe quelle maison d'édition qu'il avait choisi en plus tant qu'à faire. C'était une maison d'édition spécialisée dans tout ce qui était développement personnel et psychologie. Ben oui, tant qu'à faire, tant qu'à choisir une maison d'édition. Et là, le propriétaire de la maison d'édition lui a dit « On a une auteure qui fait des choses extra dans le domaine thérapeutique. Et j'aimerais que tu la rencontres pour écrire avec elle son livre. » Et c'était Virginia Satir.
la mère de la thérapie familiale. Le premier livre qui a été publié de Virginie Satir, figurez-vous, a été écrit par qui? Richard Bandler. Richard Bandler. Fascinant, n'est-ce pas, toute cette petite histoire. Donc, Bandler, en lisant le livre de Satir, a commencé à s'imbiber, on pourrait dire, de cette façon de faire au niveau thérapeutique et systémique et familial. Et il a trouvé ça vraiment enrichissant et ça le faisait réfléchir, comme d'ailleurs les travaux qu'il était en train de faire sur la modélisation des façons de faire de la Gestalt et de Fritz Perls. Et à un moment donné, toujours son patron lui dit, écoute, il y a un congrès au Canada, lui dans Californie, souvenez-vous, hein, à Toronto. Pour eux, c'est le bout du monde, c'est plus loin que ça, c'est l'Alaska, vraiment. Donc à Toronto, il y a un congrès international des thérapeutes familiaux avec Virginia Satir, et je veux que tu ailles sur place, que tu enregistres tout ce qu'elle va dire dans la conférence et que tu fasses un livre avec ça. Donc il va à la conférence, 300-400 personnes dans la salle, tous des thérapeutes familiaux, tous. Et Bandler est dans une petite salle, à côté, vous savez, le verre sans teint, on voit d'un côté mais on ne voit pas de l'autre. Donc il est là avec les écouteurs, il enregistre toute la conférence et il s'imprègne de tout ça, comme c'est lui qui va écrire le livre sur la thérapie familiale de Virginia Satir. Et à un moment donné, Virginia Satir pose une question à l'assistance, aux gens qui sont là. Et elle leur dit quelque chose du genre, oui, en tant que thérapeute familial, dans telle et telle situation, tel et tel contexte, qu'est-ce que vous feriez? C'est long le silence. Ben, il n'y a personne qui répondait. Et Bandler, dans la petite salle à côté, comme il a vu qu'il n'y a personne qui répondait, il a enlevé ses écouteurs, il a ouvert la porte et il a donné la réponse. Et là, Virginia Satir a été estomaquée. Parce que ce jeune homme, 18 ans, qui ne connaissait pas la gestalthérapie, qui n'avait jamais fait de formation avec elle, dans une assistance de 300-400 personnes formées, relations d'aide, thérapeutes, personne n'avait répondu, et lui donne la réponse. Donc, elle a dit, il faut que je te parle. Elle est allée le voir. Elle savait qu'il était en train d'écrire un livre pour elle, ça, elle le savait. Mais elle était tellement surprise, et elle va le voir. Et elle lui dit, mais comment avez-vous fait? Comment avez-vous su que c'était ça la réponse? C'est totalement illogique. Et il lui a répondu, je fais une recherche en ce moment de modélisation sur la façon de dire les choses, de parler, et la structure du langage et de la pensée de Fritz Perls. Et j'ai repris cette même structure pour décoder ce que vous étiez en train de raconter et en train de dire. Et c'est devenu naturel, ça ne pouvait être que ça la réponse. Wow, wow. Là, elle lui a dit, mon cher garçon, peut-être pas comme ça exactement, là, mais mon cher garçon, j'aimerais que moi aussi, que tu me modélises, parce qu'il y a bien des choses que je fais sans savoir que je le fais. Et puis, j'aimerais que tu me reviennes avec ça pour que je puisse encore mieux partager et enseigner aux gens autour de moi la méthode que j'utilise. Donc, c'est comme ça que Richard Bandler, assisté du PhD John Grinder, part d'un deuxième projet de modélisation avec les travaux de Virginia Satir. Et là, ils ont parallèlement l'étude de comment Perls fait avec ses clients et en même temps l'étude de comment Virginia Satir fait avec la famille. Parce que Virginia Satir, avec la famille, c'était les enfants, les parents, donc le système. Et ils ont eu une révélation. En fait, ils en ont eu plusieurs. Mais la grosse révélation qu'ils ont eue, c'est que Virginia Satir et Fritz Perls, pour la petite histoire, se connaissaient bien. Ils faisaient partie des mêmes groupes, des mêmes mouvements, entre autres du développement personnel, à Big Sur, ils étaient bien connus. Et ils allaient des fois dans les mêmes comités, ils faisaient partie du même CA, comité pour toutes sortes d'organismes. Et ils étaient connus pour, dans les comités, souvent s'engueuler. Parce qu'ils avaient complètement des façons opposées de penser. Donc, ces gens-là, qui avaient des façons contradictoires de penser, une méthodologie complètement opposée, Bandler et Grinder ont découvert qu'à travers leurs grandes différences, ils structuraient les questions de la même façon,
Ils utilisaient les mêmes schémas du langage, ils faisaient les mêmes recadrages, ils posaient les mêmes questions pour que la personne ait une prise de conscience, identique en termes de structure du langage. Donc, ils en ont conclu que quand on accompagne quelqu'un et que ça donne des résultats, ben, c'est pas juste poser des questions, c'est pas juste dire quelque chose à son client pour dire quelque chose à son client, mais c'est comment le dire avec un grand impact, avec une compréhension de ce qui est en arrière des mots. Et c'est de ça qu'est sorti les 2 premiers livres de Bandler et Grinder, The Structure of Magic. Structure of Magic 1, Structure of Magic 2. Voilà. Et ces 2 livres-là, c'était la thèse de recherche universitaire de Bandler. Donc, ils ne sont pas traduits en français. Ils sont très difficiles à lire, à moins que vous soyez linguiste, parce que c'était une thèse de recherche universitaire. Mais dans ces 2 livres-là, ils ont démontré et décodé les similitudes donc de questionnement, de type de questions, qu'on appelle en PNL le méta-modèle ou le modèle du modèle, la façon de poser les questions. Donc, des classiques de ça. Ben voilà. Donc, il y a 3 catégories particulières. Il y a ce qu'on appelle la distorsion, la sélection ou l'omission, et l'autre catégorie qui sont des généralisations. Et quand un client arrivait en disant quelque chose du style « Ah oui, je le sais, ça va pas du tout, non, ça va pas, et mon mari il m'aime plus, je le sais, je le vois dans ses yeux. » Et là, très souvent, ce que Peirce allait faire, et Virginia faisait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas nécessairement le nombre de ces catégories linguistiques qu'ils utilisaient. Ça, c'est le travail du linguiste. Mais les 2 se disaient dans leur tête, tiens, c'est peut-être pas tout à fait vrai ça. Et instinctivement, ils ressentaient à l'intérieur que ce que la personne disait, c'est un petit peu exagéré. C'est un peu de fabulation. Mais des fois, c'est vrai, mais là, c'était un peu exagéré. Et là, ils allaient structurer leurs questions d'après leur ressenti, d'après le fait qu'ils se disaient que c'était ce qu'on appelle une distorsion. En d'autres mots, la personne mettait des choses ensemble qui n'allaient pas ensemble. Et dans ces cas-là, quand il y a une structure au niveau du langage qui est ce qu'on appelle une distorsion, ben, il y a des types de questions particuliers à poser pour aller chercher l'information, qui est très différent de quand c'est une structure de langage avec une généralisation, par exemple, ou avec ce qu'on appelle une sélection ou une omission. Donc, même s'ils ne connaissaient pas les catégories linguistiques, ils allaient naturellement poser les mêmes questions pour donner les mêmes types de résultats, pour emmener leurs clients à évoluer dans le changement. Révolution. Surtout, là, on est dans les années 70, tout début des années 70, au niveau du langage. Et durant cette période-là, pendant que Bandler et Grinder continuent leur projet de modélisation, Bandler travaille toujours chez le libraire, parce qu'il faut bien gagner sa croûte. Et là, le libraire, il est tenu au courant des recherches que Bandler et Grinder font sur la linguistique, sur le langage, sur ce que Peirce, s'ils ont découvert sur Peirce, etc. Et il dit à Bandler, écoute, tu connais quelqu'un, un drôle de bonhomme, c'est comme ça qu'il l'avait appelé, un drôle de bonhomme, vraiment un drôle de bonhomme, qui demeure en Arizona, à Phoenix exactement. Et vous avez bien compris, on parle de Milton Erickson. Donc le docteur Milton Erickson, psychiatre, le créateur de l'hypnose ericksonienne. Ce drôle de bonhomme-là, il fait des choses vraiment exceptionnelles et j'aimerais que tu le rencontres pour un livre. Toujours la même chose pour un livre. Et Bandler dit oui, c'est vrai que c'est quelqu'un d'exceptionnel et comme on a déjà découvert un modèle du langage avec 2 thérapeutes hors pair, je serais très curieux de savoir comment Milton Erickson fait avec ses patients, avec ses clients et comment est-ce qu'il utilise le langage. Donc, ils organisent un rendez-vous avec Milton Erickson. Bandler réussit à le convaincre de se faire modéliser et qu'il analyse ses façons de dire et de faire les choses. Et là, c'est une rencontre hors du commun entre 2 grands maîtres. Bandler va rencontrer Milton Erickson. Et quand il rencontre Milton Erickson, il rentre dans un univers, l'univers de la transe, de l'inconscient, du contact avec l'intérieur. Milton Erickson appelait l'être intérieur, appelait l'inconscient le inner master, le maître intérieur. Donc
que c'était vraiment un niveau d'ouverture de conscience pour lui. Et non pas juste de l'inconscient. Alors, donc, j'utilisais ces mots-là, mais j'ai vous contrôler. Et quand ils se sont rencontrés, Bandler a donc analysé la structure du langage, des inductions hypnotiques, de ce qu'il disait à ses clients, de comment il écrivait les textes, comment il faisait les choses. Et il est arrivé avec Grinder, puisqu'ils ont continué à faire le travail tous les deux ensemble, à trouver un autre modèle du langage qu'ils ont appelé le Milton Model, le modèle de Milton, ou ici vous dites souvent le Milton Model. Et c'était quoi ce fameux langage? C'était complètement à l'opposé de ce qu'ils avaient trouvé avec Satir et Peirce. C'est-à-dire que Satir et Peirce, quand tous les deux étaient avec leurs clients, la plupart du temps, ils allaient poser des questions pour clarifier l'information. Et au fur et à mesure qu'ils clarifiaient l'information, donc ils morcelaient l'information, au fur et à mesure qu'ils morcelaient l'information, il y a des réponses qui émergeaient par une clarification de ce qui était dit par le client. Milton Erickson, lui, avait complètement une autre méthode. Ce qu'il faisait, c'est qu'il regroupait. Donc, au lieu de morceler, il allait vers le haut, dans sa façon de poser des questions et dans les inductions qu'il allait dire. Et il généralisait très souvent dans sa façon de dire les choses pour emmener la personne à être à l'intérieur d'elle-même, mais via l'inconscient. Tandis que Peirce et Satir, en morcelant, allaient souvent chercher de l'information au niveau du conscient. Et Bandler et Grinder se sont dit, wow, on a deux modèles du langage, deux personnes qui font des thérapies hors du commun. À l'époque, il faut dire, vraiment, Peirce et Satir étaient vraiment très connus pour les changements majeurs qu'ils faisaient, et Erickson aussi. Donc c'est pour ça que je dis que c'était trois modèles importants pour l'époque, très important. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ils sont encore très connus aujourd'hui, il y a beaucoup de livres faits là-dessus, et j'imagine que vous savez, mais l'hypnose ericksonienne sur la planète, c'est celle qui est la plus enseignée et la plus utilisée en ce moment, juste pour dire, même des années après la mort d'Erickson. Et dans ce contraste, donc entre ce qu'ils ont appelé le métamodèle, qui est comment est-ce qu'on pose des questions pour se faire du bien, mais pour emmener du changement, et comment est-ce qu'on va dire les choses pour emmener la personne à contacter une conscience peut-être inconsciente, mais qui l'emmène à une conscience supérieure, bien, ils ont décodé ce modèle-là et ils ont écrit deux autres livres, qui est Hypnotic Techniques of Milton Erickson, Volume 1, Volume 2. Donc, les techniques hypnotiques de Milton Erickson, Volume 1, Volume 2, qui était aussi dans la thèse de recherche, donc de maîtrise universitaire de Richard Bandler, qui n'est pas encore traduit en français. Mais là aussi, c'était une thèse de recherche. Ils avaient donc deux modèles. Et ils travaillaient dans leur esprit. Et vous vous souvenez, ils avaient des groupes les vendredis soirs avec les futurs psychologues de l'université. Et pendant plusieurs années, plusieurs mois, mais aussi pendant plusieurs années, ils ont testé tous les vendredis, toutes ces techniques, tout le métamodèle, tout le langage de Milton, tout ça, pour voir l'impact que ça avait entre eux, ou eux, quand ils jouaient le rôle du patient, du client. Et ils ont remarqué aussi que ces trois donc, thérapeutes, Peirce, Erickson et Satir, en plus d'avoir une structure du langage similaire, je m'explique, ils avaient les mêmes catégories du langage. Ils avaient des façons très différentes entre Peirce et Satir et Erickson de les utiliser, mais Erickson aussi travaillait avec des distorsions, avec des sélections-omissions ou des généralisations. D'une façon différente, les mêmes catégories, les mêmes schémas linguistiques, mais pour l'un dans le conscient, l'autre dans l'inconscient. Et Bandler et Grinder ont utilisé ça donc, dans leur groupe de pratique pendant des années. Donc, ils ont eu la chance d'expérimenter, de savoir le résultat, qu'est-ce que ça va donner. Et ces bons thérapeutes-là, ce que Bandler et Grinder avaient aussi observé, toujours dans le langage, c'est que tous les trois, et ils ne le savaient pas, c'était par conscience, ça, mais tous les trois se synchronisaient physiquement au client.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les neurones miroirs, vous savez, dans le domaine scientifique, on apprend beaucoup de choses, mais dans les années 70, tout ça, c'était pas connu. Bandler et Grindler ont remarqué que tous ces trois personnes-là, quand ils étaient en lien avec un client, ils prenaient la même posture physique, naturellement. Donc, c'était pas forcé, ils ne réfléchissaient pas à ça. Ils ne savaient même pas qu'ils faisaient. La même posture physique, et à un moment donné, ils changeaient de posture quand le client changeait de posture, ou eux changeaient de posture et le client changeait de posture. Si le client parlait un peu plus haut, la voix, il parlait un peu plus élevé aussi. Il y avait une synchronisation verbale, digitale et mots. Des fois, évidemment, on faisait du reflet, donc ils utilisaient aussi la même terminologie. Et Bandler et Grindler se sont dit, waouh, les trois font la même chose sans le savoir. Donc il y a sûrement quelque chose d'important là-dedans. Et ils ont pratiqué ça dans des groupes de pratique. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert en faisant ça? Ben, ils ont découvert, figurez-vous, et là je remonte aux années 70, là, on est 2015. Ils ont découvert que lorsqu'on se synchronise à quelqu'un, bien il arrive que le client est en train de penser à quelque chose et que nous, en tant qu'intervenants, ben, on perçoit la même chose au même moment. La majorité d'entre vous qui font l'accompagnement, vous savez exactement ce que je veux dire. Il y a ces moments particuliers, en hypnose par exemple, mais aussi dans d'autres techniques, où on va dire quelque chose au client et il nous dit, mais comment tu savais que c'était exactement ça que j'étais en train de penser? Grâce à la synchronisation. Et ces trois personnes, Pearl, Satir et Erickson, le faisaient naturellement. Et Bandler et Grindler se sont dit, wow, là il y a quelque chose à travailler. Donc, ils ont utilisé le langage non verbal, synchronisé. Ils ont utilisé des modèles du langage, poser les bonnes questions, faire des inductions hypnotiques, travailler sur le conscient et sur l'inconscient. Donc, ce n'était pas juste sur le conscient ni que sur l'inconscient, c'était les deux. Faire le lien et le pont entre les deux. Le langage verbal, le langage non verbal. C'est quand même assez complet. Et dans ces études qu'ils faisaient entre eux, donc encore une fois ces fameux vendredis soirs, ils les appelaient les wild days, les moments, comment on dirait wild? Sauvage. Les moments particuliers, on va dire ça comme ça, des moments particuliers de temps, les wild days. Donc dans ces moments particuliers d'échanges qu'ils avaient entre eux dans leur pratique, ils ont aussi utilisé des techniques de gestalt. Évidemment, ils avaient modélisé la gestalt. Donc en gestalt, on utilise beaucoup les positions de perception. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui font la gestalt? Quelques-uns? Non? Ok. Mais vous en avez entendu parler, évidemment. Donc, beaucoup les positions de perception. Et on fait des jeux de chaises, très souvent. Donc, par exemple, les rôles. Par exemple, quelqu'un arrive, une femme arrive en disant « Oui, c'est très difficile avec mon mari, et en même temps avec mes enfants. » Et là, on dissociait les rôles. Une chaise, par exemple, pour le rôle de la femme, une chaise pour le rôle de la maman, une chaise, comprenez? Pour séparer les différents personnages, pour comprendre un petit peu mieux et que la personne ne mélange pas tous ces différents rôles entre elles. Et dans les sessions de PNL, il y avait ces fameux exercices de gestalt, mais qui n'étaient pas avec des chaises, qui étaient spatio-temporels, un mouvement. Donc on appelle ça les positions de perception, les positions perceptuelles en PNL. Le je, tu, il, P1, P2, P3, avec le méta, ou même des fois le méta-méta, les quatrièmes, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions avec les années, avec les techniques. Donc la perception de... Et dans la qualité totale, le mouvement de la qualité totale, parce que j'ai fait partie de ce mouvement-là, j'ai même écrit des articles pour eux, il y a ce qu'on appelle le 360, la vision 360 qu'on utilise en entreprise, et qui revient aussi de ce fameux positionnement. Il y a les différentes positions, qu'est-ce que les différentes personnes vont dire d'une même situation. Et ils pratiquaient tout ça. Et un jour, ils se sont dit, à un moment donné, à la force de pratiquer, ils se sont dit, là, je pense qu'on a pas mal de techniques, on a pas mal de choses. On a le choix. Soit on reste à l'université et on évolue avec ce qu'on est en train d'apprendre, ou soit qu'on quitte l'université pour développer la nouvelle approche. Et Bandler et Grindler ont fait un choix qui est peut-être surprenant aujourd'hui, mais il faut comprendre qu'on était dans les années 70 et qu'il y avait beaucoup d'ouverture, il se passait beaucoup de choses. Le recteur de l'université pour laquelle il travaillait à l'époque, donc Bandler et Grindler,
tous les deux, c'était nul autre que Gregory Bateson. Gregory Bateson, anthropologue, le mari de Margaret Mead, qui est très connue elle aussi dans le domaine, dans le métier. Et à ce moment-là, Gregory Bateson, lui, faisait des recherches sur l'apprentissage. Donc, et sa femme travaillait sur les tribus, comme à Bali et à autres, sur la transmission des connaissances, mais sans l'écriture. Donc, c'était leur recherche à l'époque. Et la vie est tellement, tellement pleine de synchronicité que un jour, lorsque Bandler travaillait, toujours à la maison d'édition, il arrivait nonchalant au travail. Et son patron lui demande, mais qu'est-ce qui va pas? C'est pas normal pour toi d'être comme ça, bizarre aujourd'hui. Et il dit, je suis fatigué, je suis embêté parce que John et moi, on travaille sur ce projet de recherche, de modélisation. On est en train de découvrir des choses extra fabuleuses. Mais il y a tellement de bruit sur le campus, ils sont tous en train de fêter le soir. Ben oui, c'est des jeunes quand même. Hein? que nous, on n'y arrive pas à se concentrer. Et puis, c'était aux petites heures du matin, je ne dors pas et je suis épuisée. Et là, le patron sort quelque chose de ses poches, des clés. Et il lui dit, en lui donnant les clés, bien, j'ai des propriétés dans la montagne. Et puis, pour ne pas nommer, il y en a pareil les vallées, donc il y a des vins. J'ai des propriétés que je loue là-bas. Et puis, la vie fait bien les choses. Il y a un locataire qui a quitté il y a quelques jours. Et puis, j'ai pas d'autre locataire pour l'instant. Donc, si tu veux, prends les clés, va t'installer là-bas, travailler sur votre projet, et puis là, vous allez être tranquille. Merveilleux quand même, hein? Une maison en plein milieu des vignes, gratos, pour faire la recherche. La vie est belle. Donc, Gringoire et lui s'en vont dans cette maison là-bas, dans les vignes. Et la petite histoire dit qu'aux petites heures du matin, après plusieurs chardonnays, plusieurs petits verres, n'est-ce pas? Oui, du chardonnay, oui, clairement. Après plusieurs heures de chardonnay, ils ont tous les deux exclamé « Voici la nouvelle discipline. Elle va s'appeler la programmation neuro-linguistique. » Alors, je ne sais pas si ça a ce nom bizarre parce qu'ils étaient un peu, voilà, ou bien si c'est parce que vraiment le nom leur plaisait à l'époque. Mais c'est de là qu'est parti le terme programmation neuro-linguistique. Je vais parler un petit peu plus de ce que ça veut dire tout à l'heure. Et le lendemain matin, lorsqu'ils sont revenus à eux, ou peut-être le lendemain midi, allez savoir, j'étais pas avec eux pour le savoir, mais quand ils se sont réveillés le lendemain et puis qu'ils ont voulu quitter le logement, parce que là, ils avaient vraiment trouvé, ils avaient leurs livres qui étaient écrits, ils étaient prêts, ils avaient écrit des articles qui allaient paraître dans des magazines scientifiques, donc ils étaient bien avancés dans leur recherche. En sortant de cette location gratuite, qui est-ce qu'ils découvrent comme voisin du palier à côté? Ben, nul autre que le recteur de l'université pour laquelle ils travaillaient. La vie fait bien les choses. Donc, ils font quoi? Bonjour recteur! Et ils se mettent à parler de leurs travaux au recteur. On est en train de travailler, on a fait des découvertes incroyables sur les apprentissages. Parce que la recherche que Bandler et Krinder faisaient, en fait, c'était pas uniquement modéliser les thérapeutes, même si c'est à ça que ça ressemblait, mais en fait, leur projet était à un autre niveau, qui était comment est-ce qu'on peut transmettre les connaissances et les apprentissages à quelqu'un. Eux, ils étaient dans ce qu'ils ont appelé apprendre à apprendre à apprendre. Donc, c'est comment j'apprends, premier niveau. Comment j'apprends à quelqu'un à apprendre, deuxième niveau. Et troisième niveau, comment j'apprends à quelqu'un qui peut enseigner à quelqu'un d'autre comment les autres apprennent. Wow! Révolution pour l'époque. Vous savez, on ne parlait pas à ce moment-là de développer des compétences, c'était pas du tout à la mode ce genre d'expression-là. Et eux parlaient de ça donc avec le recteur. Et le recteur était tellement emballé qui leur a demandé, asseyez-vous avec moi, on va prendre un verre de chardonnay, c'était populaire. Et en échangeant les uns avec les autres, Gregory Bateson était tellement emballé
qu'il a écrit un article dans les journaux universitaires et scientifiques sur la PNL, sur la recherche de Bandler et Grinder. Donc, ça c'est parti en flèche, chou, dans tous les milieux scientifiques. PNL, PNL, PNL. Surprenant quand même, hein? Alors qu'après, pour certains, la PNL est associée à une pas toutes sortes d'autres choses. Mais au démarrage, c'était dans les milieux scientifiques que c'est parti, grâce aussi à la compréhension de Bateson de ce que Bandler et Grinder venaient de faire. Il leur a dit, vous avez découvert ce que je recherche depuis 30 ans. C'est comment transmettre les compétences, les connaissances dans l'apprentissage, parce qu'il travaillait sur l'apprentissage, avec entre autres les dauphins, comment ils apprenaient, etc. Et grâce au recteur de l'Université Santa Cruz, Bandler et Grinder ont ouvert les portes et ont commencé à avoir pas mal de personnes qui leur disaient j'aimerais en savoir plus sur cette discipline, est-ce que vous pourriez me former? Et c'est là qu'ils ont été confrontés au choix que je vous expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ouvre une discipline universitaire? Est-ce qu'on l'enseigne à l'intérieur de l'université dans le côté psychologie? Qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont décidé tous les deux, pour garder la liberté de la discipline qu'ils étaient en train de construire et pour ne pas être pris dans un carcan ou une idéologie ou une façon de penser qui, dans leurs yeux à eux, pouvait peut-être limiter leur future discipline, ils ont décidé tous les deux de quitter l'université. Et ils se sont associés ensemble et ils ont parti une école. Et dans leur centre, ils ont commencé à former des gens à ce qu'ils avaient appris aux différentes techniques. Donc, il y avait déjà des outils qu'on apprend dans les bases de PNL aujourd'hui, comme les ancrages, par exemple, ancrage de ressources, les recadrages, les changements de croyances, par exemple, ou comme on apprend dans le praticien, le métamodèle, le Milton modèle, enfin, toutes ces différentes techniques de communication et de changement. Et rapidement, donc ça a pris à peu près 1 an qu'ils ont démarré leur école, et très rapidement, ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de contenu et tellement de choses qu'ils avaient expérimentées et qu'ils pouvaient partager, qu'enseigner un niveau de formation, ce n'était pas suffisant. Et c'est là qu'ils ont créé le maître praticien. Il y avait trop de contenu pour un praticien. Donc, on rajoute des outils, des techniques, comme les changements de valeur, par exemple. Tous les travaux sur les croyances que Robert Diss a beaucoup pris par la suite, qui est vraiment très aidant dans le domaine de la PNL. Nos fameuses croyances limitantes, on va en parler aussi un petit peu plus tard. Et dans ce langage qui fait du bien, c'est aussi changer nos attitudes et notre façon de penser. Ils ont développé ce qu'on appelle aussi les représentations internes. Comment on se représente des choses dans notre tête qui nous gênent, à la limite qui nous nuisent, et comment est-ce qu'on peut les changer. Et ils ont pratiqué avec des groupes. Et étant donné que Bandler avait si bien modélisé Milton Erickson, il faisait de l'hypnose tout le temps. Donc, au démarrage de la PNL, il n'y avait pas que du conscient. La PNL était associée à l'hypnose. Les deux étaient utilisés en même temps. Et des fois, les gens ne faisaient pas la distinction nécessairement entre clairement ce qui était un protocole avec le langage hypnotique ou ce qui était juste un protocole classique de PNL. On pourrait dire ça comme ça. Et de fil en aiguille, d'autres personnes ont voulu l'enseigner. Et très rapidement, la PNL est partie sur plein de continents. Et là, on est combien d'années plus tard? Des écoles de PNL dans différents pays, dans plusieurs villes. Même dans des endroits sur la planète que vous ne pourriez même pas imaginer, il y a des écoles de PNL dans ces endroits-là aussi. Justement parce que c'est une discipline qui permet, au-delà du développement personnel qu'elle nous donne pour soi, de bien accompagner ou de mieux accompagner les autres, ou, et ça c'est la beauté de la chose, d'utiliser tout ça dans notre vie privée, avec notre famille, avec nos enfants, avec les gens autour, et principalement, je dirais, pour être encore mieux avec soi-même. La grande contribution de Bandler et Grinder a fait une grande contribution aussi, mais la grande contribution de Bandler au domaine de la PNL, et je
tirer au monde entier, parce que c'est ça, dépasser la PNL. La PNL aujourd'hui est enseignée un peu partout, sans qu'on donne de PNL. Vous savez, même les gens ne savent même pas qu'ils savent des choses, puis que c'est la PNL ce qu'ils disent. Tellement que la PNL a ouvert les portes. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont la PNL, qui sont utilisées dans tous les domaines de la communication, de l'enseignement, de l'éducation, et là je parle aussi dans les écoles, mais on ne dit pas toujours le mot PNL, voilà, c'est juste pour ça. Mais la grande contribution que Bandler a fait au monde entier, c'est cette compréhension qu'on peut changer sans obligatoirement retourner dans le passé. Révolution. On peut changer en ayant une orientation solution. Wow. Bien, il n'était pas le seul à penser ça à l'époque, parce que Abraham Maslow pensait la même chose. C'était le fondement de toute son histoire avec la pyramide aussi des besoins. Et tous ces modèles qui ont donné aujourd'hui ce qu'on appelle la psychologie positive. Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. À l'époque, c'était des bizarroïdes, vous savez. Et puis, ils étaient assez mal vus par les intervenants, puisqu'ils avaient une autre façon de penser et d'imaginer les choses. Mais Richard Bandler a pris ça et l'a emmené à un autre niveau. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux, au lieu de rassasier pendant des heures et des semaines et des mois tout ce que j'ai vécu qui était pénible et difficile, comment je peux, au lieu de travailler sur le contenu, travailler sur le processus. Révolution. C'est-à-dire que la personne, elle va nous parler bien sûr de son histoire, mais même avec le métamodèle ou avec le modèle de Milton, ils ont compris que c'est dans la structure qu'on peut générer les changements et non pas nécessairement dans l'histoire que la personne nous raconte. Donc, le processus. Et c'est quoi le processus? Ben, c'est les représentations internes, les stratégies qu'on met en place, plein de choses hyper intéressantes. Et à l'époque, donc c'était Abraham Maslow qui, lui, avait cette philosophie aussi de placer et concentrer l'attention sur des choses constructives. Et Bandler, qui avait aussi rencontré Maslow, parce que c'était dans la même lignée de pensée, ça faisait partie de tout ce qui se passait dans la Californie à l'époque. Donc, ils étaient tous dans une philosophie intéressante et similaire. Ils se rencontraient tous, en tout cas, ça c'est clair. Et Maslow a dit ceci, et je pense que vous allez très bien comprendre. Un jour, d'autres psychologues, parce qu'il était psychologue Maslow, lui ont dit, mais voyons, ça n'a aucun sens de penser au côté constructif. Il faut que la personne aille voir dans sa souffrance et sa difficulté pour le résoudre. Penser au côté solution, c'est superficiel. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de personnes croient encore aujourd'hui d'ailleurs. Et Maslow a dit la chose suivante. Il a dit, moi, je vais dire en québécois pour commencer, hein? Je vais dire en français après. Mais moi, quand je vais à la cour à scrap, j'apprends pas à monter un char neuf. En d'autres mots, quand je vais à la casse, j'apprends pas à construire une bagnole nouvelle. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'en étudiant ce qui est brisé, ce qui est dysfonctionnel, on n'apprend pas à créer un être nouveau. C'est ça qu'il voulait dire. C'était sa philosophie. Et il a continué toute sa vie à étudier la réussite. Comment les gens qui ont du bonheur, qui ont de la joie de vivre, qui réussissent dans la vie font pour réussir. C'est quoi leur capacité de résilience? C'est quoi les forces qu'ils ont à l'intérieur d'eux? Maslow n'était pas intéressé par décoder pendant des heures comment tu fais pour souffrir, mais il était intéressé pour décoder pendant des heures comment la personne fait pour être bien, pour être mieux et pour réussir. Et ça a intéressé Bandler et Grinder dans leur philosophie et dans la compréhension de ce qui a été cette approche qu'on appelle la PNL. Et ils avaient la chance d'avoir toutes ces études à ce moment-là. Donc ils se sont dit, waouh, nous aussi, on a cette croyance qu'on peut mettre en place des solutions. Nous aussi, on peut imaginer que pourquoi faire pleurer quelqu'un pendant 10 ans. Ceci étant dit, je n'ai pas personnellement la croyance que retourner dans la souffrance n'est pas utile. C'est très utile pour les personnes qui en ont besoin. Mais autant c'est utile
de retourner dans la souffrance pour résoudre les choses quand la personne en a besoin, autant c'est utile pour certaines personnes de mettre en place des objectifs, des solutions et de regarder les forces. Voilà. Donc l'équilibre, hein, c'est toujours la même chose, hein, garder l'équilibre. Mais à l'époque, il n'y avait que le côté de la souffrance. Donc c'était un peu déséquilibré en termes de technique et d'approche psychothérapeutique qui étaient disponibles. Donc ben là, se sont dit, OK, et Grinder, OK, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place dans cette nouvelle discipline qu'on vient d'appeler la PNL pour qu'elle soit orientée solution, pour qu'elle aide les gens à aller chercher leur force, leur richesse intérieure, au lieu de regarder que leurs difficultés et leurs problèmes. Et Grinder est en PhD, donc, et faisant de la recherche universitaire, ben lui, il avait plein de modèles, de spécialistes, de maîtres à penser, de philosophes qui l'ont influencé à l'université et dans les milieux universitaires. Il y en avait plein autour de lui. Et il a commencé à analyser, à écouter avec Robert Dilts, donc, qui était son étudiant, et Robert qui étudiait en politique à l'époque, encore une fois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Robert est allé en disant « Wow, OK, quel est le maître à penser de Grinder ?» Alors, Grinder avait plusieurs maîtres à penser en termes de linguistique, dans le langage. Un de ses maîtres à penser, c'était Alfred Korzybski, le créateur de la sémantique générale. Et dans les écrits de Korzybski, il y a une citation et une phrase assez marquante qui revient et qui raconte l'histoire suivante. La carte n'est pas le territoire. Ah, belle phrase quand même. La carte n'est pas le territoire. Donc, pour l'histoire qui va avec ça, qui nous permet de comprendre donc encore de cette phrase-là, quelque chose de très important dans la discipline qu'il a nommée la sémantique générale, donner du sens au langage. Et quel est le sens en arrière des mots que l'on utilise? C'est que lorsqu'il était jeune, là je parle de Korzybski, quand Korzybski était jeune, il venait d'une famille très aisée. Et vous savez, les familles très aisées, à l'époque, je remonte dans les 1800 quelque chose, ben c'est comme l'histoire du fameux Titanic. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé au Titanic? Bien, c'est qui a eu les chaloupes pour s'en sortir? Les gens riches. En d'autres mots, il n'y avait pas assez de chaloupes pour toutes les personnes qui étaient sur le bateau. Et les seules personnes qui ont eu accès aux chaloupes, ben, c'était les gens qui étaient aisés, qui sont partis en premier et qui ont eu la vie sauve, pas pour tous, mais pour plusieurs. Donc, c'était comme ça à l'époque. Alfred Korzybski, venant d'une famille très riche, la guerre éclate, et ben voilà, il est appelé pour aller à la guerre, et ses parents font quoi? Pour le protéger, ben, il lui achète un titre. Donc, il lui achète un titre de colonel. Et pourquoi il lui achète un titre de colonel? Ben, pour pas qu'il aille au front. Normal, protéger leur enfant. Et un jour, colonel Korzybski est en train de préparer la carte pour placer ses troupes. C'est-à-dire que pour donner des ordres, allez vous placer à tel endroit, ou à tel endroit, ou à tel endroit. Et pendant qu'il faisait ça, il envoie des éclaireurs sur le terrain pour avoir de l'information sur où était l'ennemi. Des heures plus tard, il y a un des éclaireurs qui revient, mais vous savez comment sanglanter. Et là, Korzybski, wow, il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'éclaireur lui dit, mon colonel, tous nos hommes sont morts. Choc. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont été à l'armée, ou vous-même peut-être, mais la pire chose qui peut arriver, c'est qu'on perd des hommes. C'est nos frères, c'est nos amis, c'est avec eux qu'on est tous les jours. Donc le colonel Korzybski était en état de choc et il voulait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a demandé à l'éclaireur, mais comment ça se fait? Parce que selon sa carte, où il avait placé ses hommes, c'était dans une zone protégée, où il n'y avait pas de raison.
Et là, l'éclaireur lui a dit la phrase suivante. L'ennemi avait creusé une tranchée à 100 mètres d'où vous aviez placé les hommes. Et Korzybski a répondu, la carte n'est pas le territoire. Comme quoi, et lui il le disait en termes linguistiques bien sûr aussi parce que c'était un linguiste, hein, il a repris ça après la guerre, lorsqu'il a continué ses études universitaires sur la linguistique et principalement des travaux sur le langage et la schizophrénie, et où il a étudié, figurez-vous, Hitler, sur le langage et la schizophrénie aussi. Donc, le colonel Korzybski étudiait à travers le langage et a dit que la carte n'est pas le territoire. Et ce qu'il voulait dire en termes du langage, c'était que ce que la personne dit, les mots que la personne va utiliser, c'est pas tout à fait sa réalité. C'est-à-dire qu'il y a autre chose dans la structure profonde et que le mot, c'est que la structure de surface. Et c'est intéressant comme concept parce que c'est ce que Van Lorik-Rintel faisait aussi avec les questionnements sur le métamodèle et le modèle de Milton. Dire comment est-ce qu'on peut entendre ce que le client dit, mais en fait aller vérifier qu'est-ce qu'il y a vraiment en arrière. Donc, Robert Dilts, pour revenir à lui, avec John Render, s'est dit si on adhère à la façon de penser de Korzybski et qu'on dirait par exemple que la carte n'est pas le territoire, ça voudrait dire quoi en fait avec une orientation solution dans des techniques d'accompagnement pour emmener les clients à changer? Ben, ça voudrait dire que ce que le client nous donne comme information, ce n'est qu'une petite réalité de qui il est. Et qu'en fait, il est beaucoup plus que la personne qui est juste avec nous. Intéressant. Et Van Lorik-Rintel ont décidé, surtout avec l'aide de Robert Dilts, de dire ok, quelle attitude ou façon de penser on devrait avoir dans cette nouvelle discipline qui s'appelle la PNL pour faciliter l'accompagnement, pour faciliter le changement du client. Donc là, on n'est pas juste à comment poser des questions, on est aussi sur la façon de penser pour faire le plus de bien possible et pour faciliter l'accompagnement. Donc, si je crois, en tant qu'intervenant, en tant qu'accompagnant en relation d'aide, que mon client, que pour lui, la carte n'est pas le territoire, bien, je vais creuser plus, je vais poser des questions et je ne prendrai pas pour acquis à 100% tout ce qu'il me dit. Parfait. Ça, c'est aidant. Qu'est-ce que les philosophes et les chercheurs de l'époque qui ont influencé Van Lorik-Rintel pensaient, eux, tout ça? Bien, Robert Dilts est revenu avec les travaux de Paul Watzlawick, les idées et les théories sur les techniques de changement. Donc, paradoxe sur le changement, comment ne pas échouer, enfin, il a écrit pas mal de livres super intéressants sur les techniques de changement. Et ce qu'il disait, Watzlawick, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Et Dilts s'est dit, intéressant ça comme façon de penser. Et si nous, avec la PNL, lorsqu'on accompagne quelqu'un, on se disait que mon client ne peut pas ne pas communiquer, qu'est-ce que ça changerait dans l'accompagnement qu'on aurait? Ben, ça veut dire qu'on prendra en compte le langage non verbal. Le langage qui fait du bien verbal, mais aussi le langage non verbal. Donc, quand un client ne dit pas quelque chose, ben, on se dit qu'est-ce qu'il est en train de me dire à un autre niveau. Watzlawick, Paul Watzlawick. Van Lorik-Rintel, Robert Dilts, faisait comme ça le tour de tous les maîtres à penser. Et bien évidemment, ben, ils avaient Gregory Bateson, c'était leur modèle, c'était leur idole, c'était le recteur de l'université. Et dans les travaux de Watzlawick, il avait dit la chose suivante, lorsqu'il faisait ses recherches sur l'apprentissage et le changement. Il avait dit ceci. C'est pas lui qui a dit la carte n'est pas le territoire, vous avez bien compris. Mais ce qu'il disait, c'était par rapport au système. Watzlawick avait parlé des techniques de changement et que le non-verbal avait un impact aussi. Ensuite,
Korzybski parlait qu'il y a autre chose en dessous de tout ce qu'il dit, eh bien, Bateson, lui, a dit que c'est le système qui génère le changement. C'est-à-dire qu'il était déjà dans cette philosophie systémique avant même que toute l'évolution sur la conscience du systémique familial et autres soit en place. Donc, le corps et l'esprit font partie du même processus systémique. Et ça, il avait dit ça en étudiant des tribus dans différentes contrées, encore une fois sur leur facilité de transmettre les apprentissages, mais sans l'écrit. Donc, si on traduit, le corps et l'esprit font partie du même processus systémique, on peut le dire de différentes façons, mais ce qu'il voulait dire à ce moment-là, c'est que ce que je pense influence mes émotions. Donc, vous allez dire, tout le monde sait ça aujourd'hui. Ce que je vis sur le plan émotionnel va avoir un impact sur ma condition physique. Bon, somatique, ok, bon, tout le monde sait ça aujourd'hui aussi. Mais ça a été le premier scientifique à le dire, à le nommer et à l'écrire, une révolution. Et tout fait partie du même système. Donc, Robert Dills s'est dit, waouh, dans la nouvelle discipline de la PNL, est-ce que ça pourrait être intéressant de dire qu'en fin de compte, qu'on va prendre en considération pas uniquement les émotions, pas uniquement le mouvement corporel, pas uniquement la pensée, mais tous les systèmes. Et c'est pour ça que la PNL est devenue une discipline systémique. On inclut tous les systèmes. En plus d'avoir modélisé, bien sûr, Virginia Satir. En plus. Virginia Satir, comme vous savez, étant elle-même en faisant de la thérapie familiale. Et après ça, Robert Dills, toujours, s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait penser d'autre ou croire d'autre qui va faciliter l'intervention avec le client? Ce que je trouve vraiment intéressant de toute cette approche que Robert Dills a eue, les créateurs de la PNL à cette époque-là, c'est ces questions sur quelles sont les prémices et les croyances qu'on doit mettre en place ou qu'on mettra en place, auxquelles on va adhérer dans cette discipline-là. C'est-à-dire que dès le démarrage dans les formations de PNL, et on fait ça dans les premiers jours actuellement, on étale sur la table, voici notre système de croyances. Voici ce à quoi on pense. Mais pas notre système de croyances par rapport à la vie en général, mais par rapport à l'intervention, par rapport à une relation d'aide, dans une communication avec quelqu'un d'autre. Comme par exemple, Milton Erickson, parce qu'ils ont aussi modélisé Milton Erickson, vous vous en souvenez. Et Milton Erickson, lui, était le porte-drapeau d'une thématique et d'une phrase célèbre, qui est ceci. Nous avons à l'intérieur de nous toutes les ressources nécessaires à tout changement. Milton Erickson était absolument et totalement convaincu que dans l'être humain, on pouvait aller chercher toutes les compétences acquises, mais non généralisées, des fois trop contextualisées, pas amplifiées, mais qu'on avait à l'intérieur de nous toutes les compétences développées et apprises depuis l'enfance, qu'on pouvait réactiver à travers un état de transe, à travers des sessions hypnotiques, pour réutiliser dans des contextes différents. Et là aussi, Robert Dills s'est dit, si nous on croit dans l'accompagnement avec le client, qu'il a les ressources, qu'est-ce qui va changer comparativement à si on croit qu'il l'a pas? Beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Et ensuite est venue cette autre idée de Milton Erickson, et qui est aussi un présupposé de la PNL, présupposition en PNL, qui est derrière tout comportement, il y a une intention positive. Ça, Milton Erickson le disait de cette manière-là. Personnellement, moi j'ai appris avec le temps à plus le dire exactement comme ça. Je dis tout simplement en arrière de tout comportement, il y a une intention. Pas toujours constructive ou aidante ou positive. Donc j'ai changé la terminologie, mais ce que Milton Erickson voulait dire en fait, parce qu'il était psychiatre, souvenez-vous, c'est que dans n'importe quel comportement qu'on a qui est inadéquat, il y a un gain secondaire ou il y a quelque chose en arrière qui est une intention des fois pour notre bien-être. Même si c'est un saboteur interne, même si on s'y prend mal, même si, voilà, toutes ces raisons-là. Donc, Robert s'est dit,
Et qu'est-ce qui arriverait si en PNL, on se dit quand je rencontre la cliente, que derrière son attitude difficile, derrière son trouble comportemental, derrière sa façon de dire les choses qui n'est pas inadéquate, en fait derrière tout comportement que le client peut avoir, si on allait chercher quelle est l'intention en arrière de ce qu'il fait. Et c'est là qu'en PNL, on a amené une révolution dans la compréhension de les apprentissages à travers les expériences. Vous verrez beaucoup ça dans les formations PNL, les apprentissages. Entre autres avec la ligne du temps, la thérapie de la ligne du temps, avec la réempreinte, plein de techniques qui remontent et qui se disent, quand tu as vécu cette expérience-là, même une expérience difficile de ta vie, consciemment, tu ne le sais peut-être pas, mais intérieurement, il y a une raison. Donc, vous et moi, on le sait. Dans toutes les expériences de votre vie, souvent, c'est des mois après, des fois même des années après, que vous vous dites « Ah, je sais pourquoi je l'ai vécu ». Mais sur le coup, non, bien évidemment. Mais il y a comme une raison d'être aux événements. Raison d'être aux événements. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Dr Frankl, un psychiatre qui a vécu dans les camps de concentration. Il a écrit plusieurs livres et il a démarré une façon de penser hyper intéressante sur la signification et le sens que l'on donne à notre vie. Et ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit, c'est que dans les camps de concentration, les personnes qui se laissaient mourir, c'est celles qui n'avaient plus de sens à leur vie, donner du sens. Et Robert Dills a repris ça en PNL avec Bandler et Grinder en disant, nous, dans notre discipline, on veut aller chercher quel est le sens, la signification de l'expérience que les gens vivent. Autant dans le sens d'apprendre. Pour quelle raison est-ce que j'ai vécu ça? Qu'est-ce qu'il y avait aussi important, tellement important, que j'aurais pas pu vivre ça autrement? Et des fois, c'est assez surprenant, en effet. Donc, repensez un instant à tous ces moments où vous avez vécu des choses sur le coup, vous dites, mon Dieu, c'est une vraie catastrophe. Et après, vous vous dites, mon Dieu, une chance que c'est arrivé. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont vécu un cancer sont contentes après en disant, merci Seigneur, grâce à ça, j'ai changé ma vie. Mais dans ces moments de gros chocs, d'accidents, de problèmes de santé majeurs, vous avez presque tous, j'imagine, entendu des gens dire, waouh, ça m'a permis de me retrouver, de me ressaisir, de changer les choses importantes, de mettre mes valeurs à la bonne place. Vous comprenez ce que je veux dire? Donner du sens, de la signification, pour vraiment apprendre la raison pour laquelle on a vécu quelque chose. Et ce que je vous parle, ce sont des techniques qu'on utilise principalement dans le niveau maître praticien, en PNL. Mais tout le long de la formation, on cherche les secondaires, on cherche à donner du sens, à comprendre. Et comprendre, oui, aussi avec la tête. C'est-à-dire que ce qui me fait sourire, c'est que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois dans certaines formations. Du genre, t'as pas besoin de comprendre, c'est pas grave, fais confiance à ce qui est là. Oui, moi je suis d'accord à faire confiance à l'instinct, à l'intuition, à la présence, à ce qui est là. Mais personnellement, j'aime bien comprendre aussi. Donc, on peut aussi comprendre avec la tête et que notre tête le transmette à notre cœur, que notre cœur le transmette à nos tripes. Vous savez, les trois cerveaux, scientifiquement connus aujourd'hui, on a plus qu'un cerveau. Et avoir une circulation à l'intérieur de nous de l'information pour que toutes les différentes parties, ou que tous les différents cerveaux de notre être collaborent ensemble à donner du sens à notre expérience. Et tout ça se retrouve dès le démarrage. C'est pour ça que je vous parle de comment la PNL est arrivée à jour, comment elle s'est développée, parce que pour moi c'est crucial de comprendre cette situation-là pour dire waouh, cette discipline-là est partie d'un désir profond de comment est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on s'améliore comme être humain, comment est-ce qu'on devient une meilleure personne, le meilleur de soi-même, comme le disait Abraham Maslow, le meilleur de moi-même, pas le meilleur du voisin, de la voisine, le meilleur de soi. Comment est-ce que je vais puiser à l'intérieur de moi mes forces et les ressources qui sont là, comme le disait Milton Erickson? Comment je laisse émerger les solutions de créativité qui sont déjà aussi à l'intérieur de moi? Et pour ça, on a plein de techniques en PNL, la stratégie de Disney, la stratégie de Léonard de Vinci, des décodages de modélisation, comment eux faisaient pour réaliser leurs rêves. Stratégie de Disney.
Comment Léonard de Vinci faisait pour trouver des solutions dans des situations difficiles. Stratégie de Léonard de Vinci. Donc, la PNL a décodé beaucoup de façons de faire de réussite dans toutes sortes de contextes. Et toujours dans ce but de quelles sont ces croyances aidantes que l'on peut utiliser en accompagnement au démarrage. Encore une fois, qu'on appelle les présupposés de la PNL. Et dans ce langage, parce qu'on parle du langage des mots, on parle du langage corporel, mais on parle aussi du langage en termes sensoriels. C'est-à-dire qu'en PNL, le langage, c'est pas juste le digital ou c'est pas juste le auditif. Le langage, c'est aussi les images, c'est aussi les métaphores, comme en hypnose d'ailleurs. C'est tout ce langage intérieur que notre être intérieur comprend peut-être mieux, et tout ce langage particulier que notre mental ou notre conscient peut bien comprendre, et de relier l'un avec l'autre, et non pas avoir juste un ou avoir juste l'autre. Et là, Robert Ditz a écrit pas mal de livres sur la PNL. D'ailleurs, c'est pas lui qui a écrit le plus en PNL, c'est Michael Hall qui a écrit plus d'une 40aine de livres en PNL, figurez-vous, et le développeur de l'approche de la sémantique neurolinguistique. Et Robert, qui a écrit beaucoup de livres en PNL, qui est assez connu sur la planète, c'est un des plus grands noms aujourd'hui du domaine de la PNL, a démarré avec ces croyances-là en disant, en accompagnement, dans le langage intérieur, pas juste le langage extérieur. Si moi, en tant qu'accompagnant, je crois que l'être humain qui est en avant de moi est beaucoup plus que ce qu'il me dit. Si je crois que ce qu'il me dit, c'est juste la surface de ce qu'il y a et que je vais le chercher. Si je crois que quand il me dit rien, il me dit quelque chose. Si je crois tout ça en accompagnement et qu'on va chercher l'intention en arrière, qu'on va comprendre pourquoi la raison en arrière de pourquoi la personne a fait ceci ou n'a pas fait cela, bien on va arriver à développer sur Terre, et c'était le but de la PNL, et ça l'est toujours, une meilleure communication. Premièrement avec soi-même, parce que communiquer avec soi, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas du tout. Et aussi développer ce qu'ils ont appelé de la cohérence, congruency, la congruence, de la cohérence. C'est-à-dire, en québécois, il faut bien que j'en sorte de temps en temps quand même, en québécois, on dit que nos babines suivent nos bottines. Oui. Donc, en anglais, on dit walk your talk. Que ce qu'on dit soit cohérent avec ce qu'on fait. La congruence. Et les créateurs de la PNL, dès le démarrage, se sont dit comment est-ce qu'on peut développer des approches, des techniques, avec la philosophie qu'ils ont découvert, poser des questions, la façon de formuler les mots, le langage, pour développer encore plus de cohérence, de congruence, pour que les gens soient plus honnêtes, entre guillemets, avec eux-mêmes. Vous savez, on ne fait pas exprès de se mentir, mais moi-même, je me mens de temps en temps. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Parce qu'on n'est pas toujours conscient de tout ce qui est là. Et dans ces moments où les choses ne vont pas comme on voudrait, et qu'on prend le temps de se poser et de réfléchir, et de se poser les bonnes questions, et dans notre cas, en tant que PNListe, à faire une introspection, se poser des questions particulières, faire une clarification d'objectifs, voilà, on a plein de protocoles et d'exercices qu'on peut utiliser, laisser émerger de notre être intérieur la créativité, les réflexions, les solutions, et les laisser parler, encore une fois, les deux ensemble. Un peu comme un couple qui ont besoin de se parler de temps en temps, et pas laisser un parler plus que l'autre, sinon on n'arrive plus à vraiment se comprendre. Bien, dans ces moments particuliers, de retrouver cette cohérence pour être véritablement qui on est. Ça a toujours été le but de Bandler et Grinder, depuis le démarrage. Grinder, de son côté, à un moment donné, avec le temps, plus de batterie, je prends l'autre. Je parle trop. Bandler
avec Le Plan et Grindr, se sont comme séparés, c'est-à-dire qu'ils sont partis chacun de leur côté, parce qu'ils avaient chacun de leur côté des questionnements et des réflexions et de la recherche qu'ils voulaient mettre en place. Donc, Grindr, lui, c'était le domaine de l'entreprise qui l'intéressait. Et il cherchait à modéliser des experts dans le domaine de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut avoir de meilleures entreprises, plus communicatrices, plus collaboratives, évidemment pour l'atteinte de résultats, comme la majorité des entreprises, mais aussi pour le bien-être des êtres humains dans l'entreprise. Donc, ils se sont séparés, ils ont vendu leur entreprise, leur école, et Grindr est parti pendant des années faire plein de recherches, modélisation, projets particuliers dans les plus grosses entreprises sur la planète. Donc c'est pour ça que je vous disais que la PNL est partout depuis très longtemps. Mais ça ne s'appelait pas nécessairement PNL. Et même lui, Grindr, même lui, le créateur de la PNL, lorsqu'il a fait beaucoup de projets dans des très grosses multinationales, ne disait pas nécessairement que c'était la PNL. C'est pas que c'était mal vu de le dire, c'était juste pas nécessaire de nommer la discipline pour la pratique. Une chose qui est assez intéressante aussi, j'ai entendu souvent des gens, un peu moins aujourd'hui, quand ça fait plus de 30 ans que je fais de la PNL, les gens disent, ouais, mais la PNL, c'est pas basé sur rien de théorique, ils ont modélisé des gens dans la pratique. Oui, c'est vrai, parce que leur école était très pratico-pratique. Ils ont modélisé des cas cliniques, des cliniciens, et ils ont décodé comment ces cliniciens faisaient. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que les deux étaient dans le milieu universitaire. Donc, eux avaient pour leurs références scientifiques, philosophiques et scientifiques. Ça faisait partie de leur réalité de tous les jours et ils ont été formés dans le milieu universitaire. Donc, quand Grindr a quitté Bandler pour emmener la PNL dans le domaine de l'entreprise, comme il arrivait avec toutes ces références scientifiques, nommer une discipline, de PNL ou pas la nommer, ça ne changeait pas grand-chose, parce que lui, son intérêt, c'était d'emmener les entreprises à se développer avec une cohérence du côté humain. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie d'ailleurs. Et il travaille encore beaucoup dans le domaine de l'entreprise aujourd'hui. Bandler, lui, étant plus en psycho, et ayant vraiment modélisé Milton Erickson et ayant adoré l'hypnose ericksonienne, a privilégié avec les années de développer beaucoup plus les techniques dites psychothérapeutiques avec les outils de la PNL. Donc, c'est intéressant parce que la PNL, c'est pour ça qu'elle peut s'appliquer à tellement de contextes. Donc, on a des outils en PNL, des protocoles, des techniques qu'on peut utiliser en psychothérapie, et le même protocole dans le principe, pas dans la technique, mais dans le principe qu'on peut appliquer en entreprise, qu'on peut appliquer en enseignement, en éducation, qu'on peut appliquer dans le domaine sportif. Je vous parlais tout à l'heure aussi de différentes personnes qui ont marqué la PNL. Un, entre autres, c'est le docteur Woodsmall, donc Wyatt Woodsmall, et un autre collègue à lui, qui ont coécrit ensemble un livre qui s'appelle Timeline Therapy and the Basis of Personality. Donc, ça a été les créateurs de ce qu'on appelle la thérapie de la ligne du temps en PNL. Donc, le docteur James, Tad James, et le docteur Woodsmall. Évidemment, comme ces deux personnes-là avaient un intérêt pour le domaine psychothérapeutique, et puis l'ont étudié dans le domaine psychothérapeutique, ils ont développé des protocoles PNL qu'on utilise dans le domaine psychothérapeutique. Donc, psychologie, psycho, etc. Et le même protocole, exemple de ligne du temps, mais là qui ne serait pas une thérapie, qui est de retourner à la cause première de l'encodage d'une expérience. Alors, je vous donne un exemple. Entreprise. Un jour, j'ai un client qui me dit la chose suivante, dans son contexte professionnel, en accompagnement coaching. Et il m'a dit, ouais, ça ne va pas du tout au travail, j'ai un gros conflit avec un collègue, on ne s'entend pas, j'aimerais tellement qu'il s'en aille, vous savez, le classique. Donc, j'aimerais qu'il me mette à la porte ou qu'il s'en aille de lui-même, ça serait tellement mieux, comme ça je pourrais rester, ça serait simple. Et je lui pose la question suivante, question de la ligne du temps, donc du principe de la ligne du temps.
qui est est-ce que ce genre de situation t'est déjà arrivé avant, précédemment? Ce qu'on cherche, c'est faire le lien pour retrouver la toute première fois que la personne aurait vécu quelque chose qui a déclenché par la suite, c'est justement ces déclencheurs-là de compréhension. Parce que vous vous souvenez ce qu'on cherche, l'apprentissage de la raison d'être de l'expérience. Et il me dit, ah ben tiens, j'avais pas pensé à ça du tout. Mais c'est vrai qu'avant de travailler dans cette entreprise-là, j'ai quitté l'autre entreprise parce que j'avais un conflit avec un collègue. Ah, bizarre tout d'un coup, hein, je crois que ça arrive comme ça. Et je lui dis, est-ce que ça s'est arrivé avant? Et il me dit, mais voyons donc. Mais oui, c'est incroyable. L'autre entreprise avant, j'avais aussi eu un conflit avec un collègue. Ok, troisième fois. Mais il n'avait pas du tout réalisé parce que c'est le conscient qui ne comprenait pas. Et là, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, dans ce que tu es en train de vivre avec ton collègue en ce moment, qu'est-ce qui est similaire par rapport à ce que tu as déjà vécu dans les deux autres situations? Donc, ce qu'on cherche, c'est le fil conducteur. Ce qu'on cherche, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il a à apprendre de tout ça? Et il m'a dit la chose suivante. Dans les 3 situations, j'ai dû apprendre à ne pas tout dire ce que je voulais dire à la personne concernée, parce que ça m'a occasionné des problèmes par la suite. Je dis, ok, donc tu as appris à ne pas dire certaines choses à une personne. Et qu'est-ce que tu as appris? Parce que c'est ce que j'ai appris à ne pas faire, ce qui est très bien. Mais qu'est-ce que tu as appris aussi? Il me dit, ben, j'ai appris que dans certaines situations, j'avais besoin de bons amis avec qui je peux parler librement, mais pas tout raconter à une personne en particulier, qui prendrait ça et qui le réutiliserait dans le travail contre moi. Bon, certains d'entre vous allez dire, c'est banal comme expérience. Pas pour lui. Pour cette personne-là, c'était un grand apprentissage dans sa vie. Et ça a tout changé. Et il n'en avait pas pris conscience. Et je lui dis, ok, maintenant que tu sais ça, maintenant que tu sais que quand il y a un conflit avec quelqu'un, c'est mieux de ne pas tout lui dire et que tu as des amis pour le dire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne plus générer de conflit? Responsabilisation. Une des choses que j'adore de la PNL, depuis plus de 30 ans que je fais de la PNL, c'est qu'elle est basée sur des fondements importants comme, responsabiliser le client. Ça, c'est toi, ça vient de toi. Qu'est-ce que tu ramènes à toi? Oui, mais c'est l'autre qui a fait. Oui, ok. Et toi, comment tu vis ça? Et toi, qu'est-ce que tu as généré? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ramener à l'autre. Responsabiliser. Ça fait des années qu'en PNL, on responsabilise les gens. Donc, je lui ai ramené toi là-dedans. Et toi, qu'est-ce que tu comprends de ça? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Et puis, ça a été une révélation. C'est-à-dire que ça n'a pas réglé le conflit avec son collègue. Par contre, il a été capable de continuer à travailler sans se sentir mal et à vivre dans un environnement qui était beaucoup plus sain pour lui. Sans avoir le désir soit de démissionner pour la fuite, ou soit de vouloir tuer l'autre à la limite pour qu'il quitte. Vous savez, il me disait du genre, oh non, c'est terrible, je me sens tellement coupable, mon Dieu, j'aimerais qu'il meure. Ça va être le genre de truc, là, on dit. Juste en parole, mais on dit pareil. Donc, dans les principes en arrière des différentes techniques PNL, elles peuvent être très adaptables à tous les contextes de notre vie. C'est-à-dire que dans notre réflexion, toujours de donner du sens à notre expérience, puisque c'est de ce qu'on est en train de parler, c'est quel sens je veux donner à mon expérience aujourd'hui, ou quel sens j'ai donné à mon expérience dans le passé, mais qui est un sens distorsionné. En d'autres mots, il arrive des fois, que c'est notre façon de penser qui génère nos problèmes. Ah! Chose que vous savez évidemment. Donc, comment retourner à notre encodage de cette façon de penser qui s'est transformée en une croyance qui est transformée en une valeur, qui s'est transformée en des comportements, des capacités, des attitudes, une identité, je veux dire, on s'est forgé tout ça, mais qui est biaisée par une incompréhension
de l'expérience et de la raison pour laquelle l'expérience avait été vécue. Donc, retourner dans l'expérience, dans notre vie personnelle, de ce qu'on a vécu, en se disant « Ah, c'est pour ça que j'ai vécu ça », bien, ça aide à lâcher prise. Ça aide à dire « Ok, je peux comprendre maintenant, je peux passer à autre chose. » Ok. Donc, on dit en PNL avec cette technique-là de laisser aller tout ce qui n'est pas aidant, tout ce qui n'est pas utile, mais de garder précieusement tous les apprentissages constructifs, tout ce qui a été aidant, mais le reste, on peut le laisser aller. Et on utilise aussi beaucoup avec ces techniques-là les émotions. C'est-à-dire, je vous avais dit qu'en PNL, c'est systémique. Donc, c'est pas juste le côté rationnel, mental, analytique, comme on peut penser, mais c'est aussi rentrer dans le corps, dans l'émotion. D'ailleurs, Leslie Cameron Bandler, l'ex-femme de Richard Bandler, a écrit des livres et faisait ses recherches sur la sexo et les émotions. Avec la PNL, c'était sa spécialité. Donc, le côté émotionnel. Et là aussi, il y a plusieurs protocoles sur gestion émotionnelle, retourner à la base de l'émotion, laisser l'inconscient trouver des solutions différentes, des façons nouvelles de gérer des situations. Vous savez, je ne suis pas du tout en train de dire qu'en PNL, tout est magique et merveilleux. Ça, c'est un mythe. Et c'est vraiment pas un mythe. Cependant, ça a été réfléchi avec une philosophie et une façon de faire pour progressivement emmener la personne à mieux communiquer avec soi-même et mieux communiquer avec les autres. Ce qui est quand même très aidant dans tous les aspects de notre vie, ne serait-ce que pour mieux communiquer avec les gens autour de nous. Déjà ça. Et les années ont continué, et un jour, lorsque j'avais 16 ans à peu près, quelques années après que Bandler et Glyndon ont créé la PNL, mais pas tellement longtemps après, il y a eu des personnes américaines. Donc, vous savez, moi je demeure au Canada, au Québec. Il y a eu des Américains qui sont venus chez nous, dans les réseaux que je fréquentais, qui venaient pour un projet particulier sur la faim dans le monde. Et là, la faim, F-A-I-M, donc manger, pour parler de projets particuliers. Et là, on est dans les années 70, toujours. Et comme moi, je suis parfaite bilingue, et que je fais de la traduction simultanée, j'ai commencé très jeune à le faire, bien, pour ces gens-là, quand ils venaient, très très jeunes, je faisais la traduction simultanée des conférences qu'ils donnaient, ce genre de choses-là, et je le faisais avec plaisir et ça m'amusait. Et ces gens-là donnaient une formation en résidentiel qu'ils avaient appelée transformation. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était, mais ça me plaisait, développement personnel, j'étais dans cette lignée, c'était bon pour moi, j'étais en confiance avec eux, et mes parents étaient très ouverts d'esprit. Donc, je fais ce stage. 18 ans, je fais le stage avec eux. Et dans le stage, on est une douzaine de personnes, résidentiel, 5 jours. Et là, pur développement personnel, ils posent des questions, toujours avec le langage, ils posent des questions, on travaille, on va dans la structure profonde, on libère des choses, plein de boîtes de mouchoirs sur la table, vous savez, c'est le classique. Et on achète ça à la caisse, hein, vous savez. Et tout d'un coup, je les entends dire, ce qu'on fait avec vous, c'est de la PNL. Wow. En fait, ils ont dit Neuro-Linguistic Programming, NLP. Wow. Et ça a été le coup de foudre. Ils ont dit, moi, c'est ça que je veux apprendre. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de vivre ces expériences-là et emmener les gens à vivre ces expériences-là, de laisser aller ce qui leur convient plus, de mieux communiquer, de mieux échanger. Mais j'avais 18 ans, pas de budget, à l'université, et je me dis, un jour, vous savez le un jour, bien la vie a très bien fait les choses, parce qu'un jour, à 20 ans, donc quelques années plus tard, mais j'avais toujours gardé PNL un jour, PNL un jour, PNL un jour.
Bien, j'ai un client, parce que je recevais des gens en consultation, même très jeune. J'étais très claire que c'était déjà ma mission, c'était déjà ma voie. Et ce client-là est un Américain. Donc, j'ai toujours attiré aussi une clientèle internationale. C'est dans qui je suis aussi. Et on a une consultation ensemble. Et puis, comme ça, je lui dis, ah oui, dans ta région, j'ai connu 2 Américains il y a déjà quelques années. Ils font de NLP. Do you know about NLP? Et là, ses yeux commencent à s'allumer et à briller. Et il me dit, but I am an NLP trainer. Je suis enseignant en PNL. C'était rare à l'époque. Vous savez, il n'y en avait presque pas sur la planète des enseignants PNL à l'époque. Et moi, j'en avais rencontré 3. Et je lui ai dit, wow, un jour, je veux faire ça, je veux enseigner la PNL, c'est vraiment ce que j'ai envie. Voilà, on termine la conversation là-dessus. Et 2 semaines plus tard, je reçois un colis par la poste, une grosse boîte, un gros carton, qui venait de lui. J'ai dit, ah, tiens, cadeau. J'ai toujours été ouverte à l'abondance, au cadeau de la vie. Et j'ouvre la boîte, parce que je lui avais parlé de PNL, donc je dis, oh, ben, il a dû m'envoyer des trucs PNL, il sait que j'adore ça. Et effectivement, il y avait des cassettes vidéo, vous savez, à l'époque, les VHS, ça fait un bout de temps déjà de ça. Donc la boîte était pleine de livres PNL, de cassettes PNL, de tout PNL, pour que je fasse mon éducation. Et sur le dessus du paquet, il y avait une enveloppe. Et j'ai ouvert l'enveloppe, et dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'il y avait? Billet d'avion, voyage payé, Californie, faire des formations avec Bandler. Grand luxe. Ouais. Et c'était reçu au champagne, condo de luxe, hôtel de luxe, limousine, je vous jure, c'était la voie royale. Donc, pour moi, la PNL, ça a été ça. Et ça l'est encore. Cette voie royale du cœur, cette direction, cette discipline qui est aussi une science de communication et d'expression et de compréhension. Et quand je suis allée, donc en Californie, grâce à l'invitation de ce client-là, suivre mes formations, ben évidemment, ça a été le coup de foudre. Et j'ai continué à faire toutes mes formations en PNL, donc du praticien, maître praticien. À l'époque, les formations post-med n'existaient pas. L'enseignant et le master trainer, maître enseignant, qui est mon titre officiel. La toute première femme de la francophonie à avoir ce titre-là, mais ça monte d'il y a très longtemps aussi. Parce que j'ai toujours voulu, dès le démarrage, l'enseigner aussi aux francophones. Parce que tout était en anglais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose en français. Donc, partager cette discipline qui me tient à cœur, cette philosophie que je trouve tellement intéressante, cette façon de penser, ce langage qu'ils utilisent, les questions extraordinaires qu'on peut poser, se poser à soi-même, on fait du auto-coaching ou de l'autothérapie, selon le cas, et tout ce que l'on peut faire et utiliser aussi en accompagnement avec les autres personnes. Voilà. Donc, à vous la place maintenant. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur la PNL? Quelles questions est-ce que vous avez? Quelles interrogations? Suite à ce que je vous ai raconté, à ce que vous connaissez, ce que vous voulez connaître ou découvrir. Et je le répéterai si la voix est pas assez forte parce qu'on n'a plus qu'un micro. J'ai tellement de questions. Oui, vas-y, Edra. Quelles sont les évolutions actuelles et futures Wow, ça c'est une grande question. Les évolutions actuelles et futures de la PNL. Alors, la PNL est dans de plus en plus de contextes différents. Donc, j'ai parlé du contexte de l'éducation, le contexte sportif, le contexte de l'entreprise. Donc, vous allez en entendre parler encore plus et dans toutes sortes de créneaux. Beaucoup dans les formations entreprises aussi et de plus en plus réellement. Mais aussi du côté scientifique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant des années, comme je vous l'ai expliqué, c'est que Bandler et Grinder sont partis du milieu universitaire, mais l'ont quitté. Et pendant des années, ils ont formé des gens qui, eux, n'étaient pas nécessairement de ces milieux-là. Donc, il y a des connaissances scientifiques qui ont été perdues. Et là, depuis plusieurs années, il y a beaucoup de gens qui font de la PNL qui sont du domaine scientifique, des chercheurs universitaires et autres. Pas que ça, hein, mais il y en a.
qui sont en train de faire des nouvelles recherches sur la PNL. Donc, on peut dire que la PNL dans les prochaines années va pouvoir démontrer encore plus son efficacité et en même temps ses limites, parce qu'il y en a, dans toutes sortes de projets. Comme je ne sais pas si vous savez ça, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de dans tous les pays du monde, mais la recherche est faite aux États-Unis, il y a des vétérans de guerre qui sont traumatisés. Ils reviennent et puis des chocs post-traumatiques, c'est très difficile. En PNL, on a un magnifique protocole pour les chocs post-traumatiques qui s'appelle le Trauma Cure, donc la cure du trauma, qui est vraiment pour le côté psychothérapeutique, pour les psychothérapeutes, les psychologues, etc., à utiliser. Qu'on appelle aussi la dissociation VK, Visual Kinesthetic, visuel kinesthésique. Et le gouvernement américain a engagé des PNListes, des chercheurs, à faire des études sur la gestion des chocs post-traumatiques. Ils ont investi plusieurs millions de dollars avec la technologie PNL. Parce qu'on a beaucoup de résultats avec la technologie PNL. Donc, beaucoup de recherches qui s'en viennent, des nouveautés. De redonner, on pourrait dire peut-être des lettres de crédibilité à une discipline qui en avait, mais que beaucoup de gens ne savent juste pas d'où ça venait, toutes ces choses-là. Et il y a de plus en plus de livres maintenant, de recherche scientifique aussi, avec plein d'études sur la PNL qui existent. Malheureusement, la majorité sont en anglais, sont pas en français, mais qui existent. Et puis ensuite, dans le domaine de la PNL, il y a toute l'orientation coaching et il y a toute l'orientation psychothérapeutique. Donc il y a comme deux mouvements, avec des fondamentaux similaires, comme les praticiens et les maîtres praticiens, et après, des apprentissages d'une discipline. Donc, il y a vraiment des orientations nouvelles dans les métiers de la relation d'aide et l'accompagnement avec l'approche PNL. Est-ce que l'on peut dire que le coaching, enfin la PNL est le noyau essentiel du coaching? Alors, on ne pourrait pas dire ça parce que la discipline coaching au démarrage est une discipline où il n'y avait pas de PNL. Par contre, utiliser la PNL dans le coaching, c'est vraiment un plus, réellement. Parce que c'est une autre approche d'accompagnement, de façon de penser. Parce que le coaching, à la base, c'est aussi poser des questions. Et dans la PNL, on a plein de modèles sur comment poser des questions et aller à la source du questionnement. Donc, moi, je dirais que tout coach a un avantage à faire des formations PNL, ça c'est clair. Mais qu'on peut très bien être coach sans faire la PNL. Je connais des très bons coachs qui ne connaissent pas la PNL et ce n'est pas un problème pour être coach. Mais c'est un outil additionnel qui donne une autre façon de faciliter le processus d'accompagnement avec son client. Oui? Vous avez mentionné 2-3 fois les limites de la PNL. Oui. Pourriez nous en dire un peu plus? Écoute, quelqu'un qui n'est pas orienté solution, la PNL ne lui conviendra pas du tout. Donc ça, c'est clair que c'est une limite. Les gens qui ont les croyances qu'on ne peut pas changer rapidement, la PNL n'est pas pour eux, ça ne marchera pas du tout. C'est dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas des limites à la discipline, c'est que ça ne s'adresse pas à une partie de la population, comme d'autres approches aussi, et tant mieux. Chacun son créneau, chacun son besoin. Mais la PNL est tellement orientée solution que les gens qui veulent vraiment à 100% aller dans le problème, ce n'est pas la meilleure approche pour eux. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bonne question. Oui, alors Evrard est formé pour donner les formations en PNL jeunesse que j'ai créées. Il y a énormément d'utilisation avec les enfants. D'ailleurs, si jamais vous avez un intérêt à ça, sur notre site web, lapnl.ca, et aussi sur nos pages LinkedIn, Facebook, IDECOM, la PNL, etc., il y a des vidéos de démonstration que j'ai fait aussi avec des enfants. Donc, il y a beaucoup de choses disponibles via YouTube. Une petite recherche s'appelle David, via YouTube, et vous allez trouver effectivement des enfants des plus petits, des plus jeunes. Alors, toutes sortes de choses pour aider au devoir, pour mieux gérer les émotions avec un petit copain, une petite copine où c'est difficile, l'estime de soi, la valorisation, les stratégies d'apprentissage, les encodages, de mémorisation, par exemple. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire avec les plus petits et les plus vieux. Donc, il y a des formations spécialisées que j'ai créées pour la PNL jeunesse.
dont Evra est formé sur Bordeaux pour donner. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez voir avec lui aussi. Oui. Sur l'autisme, il peut y avoir un impact ou il peut y avoir quelque chose? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu de recherche de faite là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on a toute la partie langage non verbal, qui est quand même intéressante, mais je ne connais pas de spécialistes qui utilisent la PNL dans ce cadre précis et qui ont fait des recherches scientifiques là-dessus. Donc oui, il y en a qui sont formés en PNL dans le domaine de la santé, il y en a plein, mais pas spécifiquement dans ce cadre-là et avec une recherche à l'appui. Donc je ne pourrais pas te répondre. Est-ce que vous associez la PNL à des techniques corporelles autres? Là, j'ai pensé à la kinésiologie spécialisée, à la microkinésie, donc c'est pas une technique physique. Enfin, oui. Voilà, comment vous pourriez associer les deux? Parce qu'on peut parler d'une limite quelque part, si on reste uniquement dans le langage. Écoute, en PNL, on ne fait pas de test de kinésiologie, parce que ça, c'est vraiment une autre discipline. Cependant, on va beaucoup utiliser le corps en tant qu'encodage de mémoire et faire du spatial avec les clients. On fait beaucoup de mouvements spatio-corporels dans la majorité des exercices de PNL. La majorité des exercices de PNL ne sont pas assis sur une chaise. Ça bouge. Donc, il y a un encodage physique, corporel, mais qui est très différent de l'approche de la kinésiologie, par exemple. Mais oui, on fait du travail corporel. D'ailleurs, Judith Delosier, qui est l'ex-femme de John Grinder, pas beaucoup des ex-femmes, elle, sa spécialisation, c'était aussi la danse, les mouvements, et c'est elle qui a créé plein de techniques en PNL comme Dancing Score, les mouvements de danse corporels dans l'encodage, les ressources, avec l'approche de la PNL. Ouais. Donc il y a des choses intéressantes aussi. Alors j'espère que ça vous a donné une idée, peut-être plus qu'une idée, de ma passion en tout cas pour cette discipline-là, qui me tient à cœur déjà depuis plus de 30 ans. Et j'espère que cette façon de penser, que vous fassiez de la PNL ou non, de donner du sens, parce que c'est ce qui compte, à notre expérience, et d'être dans cette cohérence, encore une fois, de dire et de faire ce que l'on a vraiment à l'intérieur. Et je vous souhaite cette belle continuité de ce contact avec vous-même. Merci à vous tous et bonne soirée.